La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Lambert Mende doit bien lire les textes avant de s'attaquer à l'Église. Lambert Mende Omalanga, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a accordé une interview diffusée sur Radio France Internationale, RFI, le vendredi 9 novembre 2018. Le ministre s'en est pris à l'Église catholique en général, et à l'archevêque de Kinshasa et vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Fridolin Ambongo, en particulier. Il convient de rappeler que l'archevêque métropolitain de Kinshasa a été interviewé le mercredi 7 novembre dernier par le même média, et la sortie médiatique du porte-parole du gouvernement apparaît comme une réaction à ses propos. Lambert Mende a déclaré Ourbi et Orbi que la Commission électorale nationale indépendante avait reçu mandat d'explorer les voies et moyens afin de minimiser le coût des élections. Sur ce point, l'accord de la Saint-Sylvestre, dans son chapitre 4, en rapport avec le processus électoral, et au point 4.4, alinéa 4, indique clairement que les parties prenantes recommandent au gouvernement d'explorer les voies et moyens de rationalisation du système électoral, pour réduire les coûts excessifs des élections. Ce mandat a été confié au gouvernement, et non à la CENI. Il est important pour les acteurs politiques congolais de ne pas tordre les textes légaux, en leur faveur surtout quand ils s'adressent à un large public. Sur la position de l'archevêque concernant la machine à voter, le porte-parole du gouvernement a affirmé que l'archevêque dictait son point de vue au gouvernement. Le vice-président de la SANCO n'a pas dicté son point de vue, il a juste fait une proposition. Pour rafraîchir la mémoire du ministre, voici la question de RFI à l'archevêque de Kinshasa. Et alors votre position à vous, monseigneur? Faut-il envisager un système hybride, moitié machine à voter, moitié bulletin papier? Mais s'il y avait vraiment de la bonne volonté de la part de la classe politique au Congo, je crois qu'on aurait déjà trouvé une solution intermédiaire. Par exemple, l'élection présidentielle, où il n'y a pas trop de candidats, on pourrait utiliser le papier. Et pour les autres élections, on pourrait utiliser la machine, parce que là, il y a trop de candidats. Ça pourrait être une solution intermédiaire. Mais il faut encore qu'il y ait la volonté politique avec l'intention de trouver un compromis. Dans le fichier électoral, 6 millions... Comme on peut le constater, la réponse du vice-président de la SANCO était au conditionnel. Et quand on parle au conditionnel, on ne dicte pas. Il s'avère clairement que l'archevêque en appelle au bon sens de la classe politique. L'Église catholique est un fait privé, nul ne le conteste. Dans l'entendement du ministre Mende, les évêques n'ont pas droit à la parole dans ce pays. En d'autres termes, ils dénient leur citoyenneté congolaise et ils ne peuvent pas s'exprimer sur la situation de ce pays. En tant que citoyens de ce pays, les évêques congolais ont pleinement le droit de parler de la situation de leur pays. Ainsi, l'archevêque de Kinshasa peut librement émettre son opinion concernant les sujets de société, et il n'est pas nécessaire d'avoir une quelconque qualité pour le faire. Même si l'accord cadre liant l'État congolais au Saint-Siège distingue les domaines propres de l'Église et de l'État, cela ne dit pas que l'Église doit être une bouche cousue. Bien décidé à en découdre avec l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le porte-parole du gouvernement a parlé d'une célébrité. Cette célébrité est en fait un pasteur d'âme. Il s'occupe de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée en tant que pasteur, et de ce point de vue, il est appelé à partager leurs soucis. Actuellement, le souci primordial de ce peuple de Dieu est d'avoir des élections transparentes, apaisées et crédibles. Bonjour. 10 candidats à la présidentielle ont demandé hier que la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary soit retirée de la course parce qu'il utilise les ressources financières et le personnel de l'État pour sa campagne présidentielle. Qu'en pensez-vous? Il ne suffit pas de dire qu'une personne a commis une infraction pour que l'infraction soit établie. Encore faut-il que l'accusation soit étayée de preuves. Nous considérons cela comme une fuite en avant de candidats qui ont peur de la popularité de M. Shadary et qui voudraient l'éliminer par des moyens qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Le fait que le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, mais aussi le ministre de l'Intérieur ou encore des gouverneurs fassent partie de son équipe de campagne, ce n'est pas gênant selon vous? Au nom de quelle loi? La loi congolaise permet à un ministre, à un député, à un président d'Assemblée, à un Premier ministre de faire campagne pour quelqu'un dont il est convaincu de la justesse du programme. Il y a tout de même l'article 36
6 de la loi électorale qui interdit l'utilisation des finances et du personnel de l'État à des fins de propagande électorale. Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas dans une zone grise qui pose problème? Pas du tout, parce que nous ne sommes pas considérés comme des moyens de l'État. Il ne faut pas nous réduire à des moyens. Nous sommes des acteurs politiques, mais encore faut-il prouver que dans nos campagnes, nous utilisons des ressources humaines ou matérielles de l'État. Et cela, personne n'a encore pris la peine de le prouver. Ce n'est pas les médias qui tranchent ce genre de problème, c'est soit la CENI, soit la Cour constitutionnelle. Ces 10 candidats à la présidentielle dénoncent aussi une parodie d'élection, je cite, entre autres parce que la commission électorale persiste à vouloir utiliser la machine à voter, et ce malgré les inquiétudes qu'elle suscite sur sa fiabilité. Cette machine à voter ne risque-t-elle pas de devenir un obstacle pour la crédibilité de ces élections, monsieur le ministre? La parodie d'élection, ça aurait été que la commission puisse être obligé d'abandonner son indépendance et de se soumettre aux diktats des gens de l'opposition ou de la majorité ou de la société civile. Cela, ça aurait été une parodie. La commission avait reçu mandat de mettre en place un système rationalisé qui coûterait moins cher à la République, et c'est la machine à voter qui a été retenue par la commission, dans laquelle siègent, faut-il le rappeler, des amis de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Mais l'Église catholique, elle aussi, appelle à trouver un consensus et craint que cette machine à voter ne finisse par bloquer ou décrédibiliser le processus électoral. L'Église catholique est un fait privé, madame. La célébrité de tel ou tel de ses membres n'y change absolument rien. Nous sommes dans un État laïque. Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, propose une solution intermédiaire, un retour au bulletin papier pour l'élection présidentielle où il n'y a pas beaucoup de candidats, et la machine à voter pour les législatives où les candidats sont très nombreux. Est-ce que ça ne pourrait pas être ça, le compromis acceptable pour tout le monde ? À ma connaissance, il n'a pas qualité pour juger de ce qui est faisable ou acceptable. Je ne pense pas qu'il ait la technicité pour pouvoir dicter à la commission ce qu'il faut faire. La commission a été invitée à la conférence épiscopale nationale du Congo lorsque nous y étions en négociation sous la médiation des évêques, et nous lui avons demandé de proposer à la nation des mesures de rationalisation du processus. La commission a décider de ces mesures-là. Maintenant, les élections seront conduites selon ces mesures-là. Il n'appartient pas à un évêque, fût-il une célébrité, de venir se substituer aux législateurs ou au pouvoir constituant pour dicter à la commission ce qu'elle doit faire, puisque la commission conserve son indépendance aussi bien vis-à-vis des acteurs politiques que des acteurs sociaux, notamment que l'Église catholique. L'Église catholique n'a pas suprématie sur les institutions de l'État. Mais est-ce que ça ne peut pas être un compromis intéressant ? L'accord cadre qui lie la République démocratique du Congo au Vatican exige de la part de l'Église une stricte neutralité dans les débats politiques. Mais la façon dont l'archevêque de Kinshasa a parlé relève vraiment d'une prise de position politique en faveur d'un camp contre un autre camp. Et en cela, il a violé les prescrits de l'accord cadre qui nous lie à l'Église catholique. Et il est condamnable pour cela. Autre sujet qui oppose l'opposition et le pouvoir, les mesures de décrispation prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Fridolin Ambongo, sur notre antenne, estime qu'il y a eu beaucoup de ratés, je cite, dans l'application de cet accord, notamment sur le retour des exilés, Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, par exemple. Encore une fois, l'archevêque est en train d'usurper des fonctions ou une qualité qui n'est pas la sienne. Les cours et tribunaux ont décidé sur l'éligibilité des candidats en toute liberté. Je pense que les cours et tribunaux prennent leurs décisions selon l'intime conviction des juges et non selon les amitiés ou les affinités des évêques ou des archevêques. Je suis désolé. La Cour constitutionnelle a jugé qu'une personne condamnée pour subornation des témoins, pour la Cour, c'est une personne condamnée pour corruption. Et la Constitution exclut de l'éligibilité toute personne condamnée pour corruption. Il n'appartient pas à un archevêque de venir dire que la Cour s'est trompée, puisque personne n'a érigé l'archevêque de Kinshasa en juge de la Cour constitutionnelle. Il faut que chacun sache garder sa place. Monsieur Lambert Mende, merci. Élections. Monseigneur Fridolin Ambongo, bonjour. Bonjour.
Votre élévation au rang d'archevêque tombe juste avant les élections du 23 décembre. Quelle est votre priorité dans les semaines à venir? Il ne faudrait pas que le processus électoral et les divisions politiques puissent diviser le peuple de Dieu qui est dans l'archidiocèse de Kinshasa. Le 8 août dernier, le président Kabila a renoncé à briguer un troisième mandat. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Dans la mesure où cette décision du président Joseph Kabila obéit aux dispositions de la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre, nous pouvons dire que pour le travail que nous avions abattu comme médiation, je crois qu'on peut dire oui. Vous avez joué un rôle, hein? Oui. Les marches catholiques du 31 décembre et du 21 janvier dernier ont été brutalement réprimées. Il y a eu des morts. Est-ce qu'ils sont morts pour rien? Je crois qu'ils ne sont pas morts pour rien. Et à cause de leur sacrifice, la situation a évolué dans la bonne direction. Dans l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, dont vous êtes l'un des maîtres d'œuvre, étaient prévues de nombreuses mesures de décrispation de l'espace politique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Effectivement, il y a eu beaucoup de ratés dans la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre, notamment sur le retour des exilés. Mais nous constatons que sur ce plan-là, il y a eu plutôt une sorte de crispation au lieu de la décrispation qui était attendue. Vous pensez à Moïse Katumbi? Nous pensons à Moïse Katumbi, la manière dont le dossier Jean-Pierre Bemba a été traité et d'autres qui ont été exclus de la course comme Mouzito et tant d'autres. Alors Jean-Pierre Bemba a tout de même été condamné pour subornation de témoins et du coup, sa candidature n'a pas été validée par les autorités congolaises. À ma connaissance, jusque maintenant, Jean-Pierre a été condamné en première instance pour subornation. Il a fait appel et jusque-là, ce dossier n'est pas encore clôturé. Les juges en appel ne se sont pas encore prononcés et ce qui me surprend, c'est qu'au niveau du pays, ce dossier est considéré comme une condamnation définitive. Donc là, je n'arrive pas à comprendre la motivation réelle de la Cour suprême. Vous pensez que c'est une décision injuste? Je crois que c'est une décision politique, ouais. Le 10 septembre dernier, la conférence épiscopale SENCO a écrit une lettre à la SADC pour manifester ses inquiétudes. De quoi s'agit-il? C'est parce que la question de la machine à voter est une question qui risque ou bien de bloquer la tenue de ces élections, ou bien on tient les élections, mais le résultat ne sera pas accepté par les autres. Et notre intervention auprès de la SADC, tout comme nous le faisons auprès de la classe politique du Congo, c'est que cette question de la machine à voter soit traitée par la tripartite, la majorité, l'opposition, la CENI, pour qu'on puisse trouver un consensus, mais que ça ne devienne pas un obstacle pour la tenue des élections. La CENI a prévu un temps de passage d'1 minute par électeur devant cette machine à voter. Est-ce que c'est crédible ou pas? Pour nous, c'est très difficile de croire. Tous ceux qui ont eu à faire avec cette machine estiment qu'1 minute est trop peu, d'autant plus qu'il s'agit de 3 élections couplées. Mais nous constatons que les uns et les autres s'obstinent dans leur position. Ça n'évolue pas, malheureusement. Et quand vous dites que les uns et les autres s'obstinent, c'est-à-dire que le pouvoir veut maintenir la machine à voter alors que l'opposition menace de boycotter, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui. Et alors votre position à vous, monseigneur? Faut-il envisager un système hybride, moitié machine à voter, moitié bulletin papier? Mais s'il y avait vraiment de la bonne volonté de la part de la classe politique au Congo, je crois qu'on aurait déjà trouvé une solution intermédiaire. Par exemple, l'élection présidentielle où il n'y a pas trop de candidats, on pourrait utiliser le papier. Et pour les autres élections, on pourrait utiliser la machine parce que là, il y a trop de candidats. Ça pourrait être une solution intermédiaire. Mais il faut encore qu'il y ait la volonté politique avec l'intention de trouver un compromis. Dans le fichier électoral, 6 millions d'électeurs sont enregistrés sans empreinte digitale. Est-ce que cela vous inquiète? Ça nous inquiète. 6 millions, si vous prenez rien que ça peut changer les résultats des élections. Tout ça doit être clarifié avant la tenue des élections pour créer un climat de confiance. Y a-t-il dans les prisons congolaises des cas emblématiques? Par rapport au dialogue, l'accord de la Saint-Sylvestre, il y a toujours le cas de Diomine Longala qui est là. Le patron de la démocratie chrétienne. Le patron, oui. Il y a Diomine Longala, il y a Maître Muyombo qui sont encore en prison jusqu'à maintenant. Ce sont des cas qui ont été pris en compte. On en avait parlé pendant le dialogue de la SENCO. De 2016. De 2016.
Il n'y a rien qui est fait de ce côté-là, tout comme vis-à-vis de ceux qui sont en exil. Il y a quelques mois, Monseigneur, votre prédécesseur, Laurent Monseigneur, a eu cette phrase « Il faut que les médiocres dégagent ». Vous êtes d'accord ? Je comprends qu'est-ce que le cardinal Laurent avait voulu dire. Sans peut-être revenir sur cette expression, la réalité, c'est que le peuple congolais a besoin d'une nouvelle classe politique qui lui ouvre de nouveaux horizons. Et vous-même, est-ce que vous allez garder votre fameux franc-parler ? Je ne sais même pas si j'ai un franc-parler, mais je ne crois pas que mon arrivée à Kinshasa va changer. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.